Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Onapolis, le podcast créé avec les artistes pour les artistes. Je suis Dorian et je reçois ici des artistes de toutes filières pour parler développement de carrière, business, gestion de projet en indépendant ou en production. Cet épisode est dédié au monde de la danse, mais plus particulièrement à l'organisation d'événements. Je reçois Jamal Mana, chorégraphe et organisateur du Festival de rue, un festival gratuit qui se déroule à Roquebrune-sur-Argent dans le Var, monté de toutes pièces par un chorégraphe qui avait le désir de dynamiser la vie culturelle de sa région à travers un événement et sa passion. Circonstances de confinement oblige, lors de l'enregistrement, l'invité d'aujourd'hui a accepté de réaliser l'interview par Skype, ce qui explique la qualité de l'enregistrement. Je vous laisse découvrir Jamal Mana. Salut Jamal. Bonjour Dorian. Jamal Mana, tu es danseur, chorégraphe au sein de la compagnie Parallèle. Tu es membre fondateur de l'association Métissart avec laquelle tu as organisé, monté le FA2R, le Festival de rue. Un festival dédié à la danse, tout type de danse qui se déroule dans le sud de la France, plus précisément dans le canton de Roquebrune-sur-Argent. On est là pour parler donc de ton rôle en tant qu'organisateur d'événements, de festivals autour de la danse. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer comment tu es passé du rôle de danseur et de chorégraphe à celui d'organisateur d'événements autour de la danse? Je suis arrivé là par suite logique, par dépit, par envie de vouloir bouger des choses ici, dans le sud-est, là, et surtout de développer la création chorégraphique, avec la compagnie Parallèle et toutes les compagnies qui sont dans le coin, en fait. Donner un petit coup de pouce à tout le monde. Et un petit peu aussi un souhait de démocratiser un petit peu le spectacle vivant. Parce qu'il faut dire, encore plus la danse, c'est que la danse a quand même un public. Il n'y a pas tout le monde qui va aller voir des spectacles de danse au théâtre ou... Ouais, tu veux dire qu'il y a les gens ont plus de facilité à aller voir du théâtre, de la comédie musicale ou du musical que d'aller voir de la danse? Tout à fait. Je vais dire une chose, c'est vrai que moi, je suis né ici à Roquebrune-sur-Argent et j'aurais jamais cru aller mettre les pieds dans un théâtre. J'ai fait du foot, j'ai fait de la boxe et comme beaucoup de gens et comme beaucoup de garçons qui sont dans le coin, voilà, c'est le foot, c'est le sport, la danse, ça passe un petit peu après. J'ai eu la chance de fréquenter les maisons des jeunes, les maisons de quartier, les MJC que beaucoup de gens, j'imagine, ont fréquenté gamin et c'est des choses qui existent de moins en moins. En tout cas, à Roquebrune, il n'y en a plus. Donc l'offre culturelle, elle est plus trop là, quoi. Et c'est vrai que de venir avec les artistes chez les gens, enfin quand je dis chez les gens, donc directement dans la ville, de venir proposer des spectacles gratuits, je trouvais avec Osni, parce que c'est vrai que je suis avec le petit frère en fait dans cette aventure, on s'est dit d'une part c'est gratuit, de deux, il y a des spectacles qui viennent un peu de partout, quoi, avec des artistes, on en parlera peut-être après, qui viennent des quatre coins du monde, on peut dire ça comme ça, et beaucoup d'artistes de la région. Donc l'idée, c'est de proposer dans l'espace public des spectacles. Donc il y a la culture vraiment à proximité, quoi, et c'est gratuit. Donc un super coup de pub, en tout cas, parce que c'est vrai que là, c'est la 2e édition, et à chaque fois, les gens en sortent ravis, quoi. Si je comprends bien, c'est qu'au-delà du festival et de proposer de la danse, il y a quand même une volonté, une démarche particulière d'accessibilité, puisque ton festival, comme tu l'as dit, il est gratuit. Donc c'est aussi peut-être de rendre accessible aux yeux de personnes et d'estivaliers, puisque il faut quand même le préciser, ton festival se déroule l'été, en pleine période estivale, et donc la majorité de ton public, ce sont des vacanciers, des estivaliers qui sont là pour la saison. Pour revenir sur la démarche et ta volonté, si je comprends bien, c'est aussi de donner accès et de faire découvrir à des gens qui n'ont pas l'habitude de voir de la danse. Alors même s'ils vont voir de la danse, ils vont peut-être voir des spectacles entre guillemets grand public. Tu proposes de la danse contemporaine, de la danse hip-hop, un petit peu tout, quoi. Tout à fait, ouais, carrément. Oui, on offre un panel du coup de tous les styles, tous les langages corporels. Là, il y a 2 ans, quand on a commencé la première année, on avait eu même de la danse indienne avec Audrey, on a eu de la danse orientale. Voilà, il y a un petit peu tous les styles. Il faut dire que ça va donc du divertissement, donc vraiment dans le truc divertissement, et c'est ce qui est génial du coup dans ces propositions, c'est que quelqu'un qui n'est pas du tout danse, qui est pas sensible vraiment à ça, s'il voit un spectacle par exemple des Good Morning Vietnam, pour leur faire un petit peu de pub, c'est du spectacle de divertissement, ils vont passer un moment extraordinaire, vraiment. Il y a du rire, il y a de l'émotion, c'est interactif. Voilà. Après, effectivement, il y a des formes qui sont plutôt contemporaines, un peu expérimentales.
où malgré tout, même si effectivement j'ai eu des amis qui m'ont posé la question en me disant mais c'est quoi ce spectacle avec des grands étonnements, mais effectivement, enfin l'objectif il est vraiment de permettre une découverte variée de la danse, quoi, sous toutes ses formes. Après, l'avantage c'est que c'est souvent des petites formes qu'on propose, ça va de 15 à 20 minutes, quoi, une demi-heure parfois. Du coup, voilà, c'est vraiment un melting pot, un petit mélange de plein d'univers, quoi. D'ailleurs, en parlant de ta programmation, comment tu l'as choisie? C'est-à-dire, comment tu l'as constituée? Est-ce que c'est des gens que tu connaissais? Est-ce que tu as réparti tes soirées de festival par style? Est-ce que tu avais une volonté de mélanger tous les styles par soirée? Comment t'as géré ta programmation? Le comité de pilotage, je suis pas le seul en fait à décider. Moi, je propose et du coup, avec les équipes, on détermine après le planning. En fait, ça se passe comme ça. Si tu veux, quand on fait notre programmation, dans un premier temps, on réserve des dates un an à l'avance, quasi. Et sur ces dates-là, on sélectionne des danseurs et on leur propose donc forcément les dates qui ont été bloquées pour le festival. Et à partir de là, on essaye de trouver un cheminement, un déroulé de la programmation et on essaye en même temps d'inviter des acteurs locaux avec le tissu associatif local, des écoles de danse, donc avec des jeunes artistes, des jeunes danseuses pour la plupart, qui sont donc dirigés par des chorégraphes, des profs qui sont du cru et qui font un super travail. Et du coup, le fait d'avoir ces deux, le côté professionnel, le côté amateur, avec les écoles de danse et des univers aussi complètement différents, du coup, on arrive à trouver une forme de fil conducteur qui nous amène à environ 3-4 heures de spectacle, quoi, par journée. Comment tu communiques sur ton festival? Comment tu partages? Comment tu lui donnes de la visibilité pour être sûr de ramener des personnes, pour qu'il y ait des sûr d'avoir un public? Parce que ton festival, il est quand même assez jeune, hein, du coup, on est en 2020, tu vas cette année réaliser la 3e édition, c'est bien ça? Tout à fait. Alors aujourd'hui, comment on communique sur les événements? Enfin, en fait, pour te dire franchement, on va au plus simple. Ça veut dire qu'on utilise, pour commencer déjà, les réseaux sociaux. Donc on a une page Facebook, une page Instagram. On utilise aussi forcément le site métis-du-6 art, Métis Art. Et grâce à cette partie, donc on va dire internet, on arrive à sensibiliser un petit peu de monde. Maintenant, on va dire qu'on fait beaucoup de spectacles l'été, donc sur des campings, des villages vacances, sur des petits festivals aussi, dans le coin en fait, dans tout l'Est Var, même les Alpes-Maritimes un petit peu, et jusqu'au Vaucluse. Donc en même temps, on parle aussi du festival, et c'est vrai, le bouche à oreille, plus tout ça permet d'avoir quand même du public. Et il faut dire une chose, c'est qu'on a beaucoup de vacanciers, comme tu disais tout à l'heure, des gens qui viennent d'ici et d'ailleurs, mais il y a pas mal de locaux, de résidents roquebrounois, des anciens, des personnes âgées, des familles. Du coup, c'est sympa parce que en plus de créer du lien, en plus de proposer des spectacles, on fait vivre un petit peu la commune, parce que c'est vrai que Roquebrune, c'est un petit peu, donc il y a la partie désistante qui est sur le littoral. Mais comme tu disais, il se passe beaucoup d'événements. Sur tout le littoral, tu as toujours une soirée, il y a toujours des trucs à faire, quoi. Mais du coup, si tu veux, au plus tu viens vers les terres, et au moins, en tout cas, c'est un peu plus compliqué pour ramener du monde, pour ramener des vacanciers. Du coup, ce genre d'événement, c'est génial parce que du coup, ça fait vivre le village, ça crée du lien intergénérationnel. C'est ouvert à tout public. Forcément, c'est gratuit, donc t'as pas besoin de sortir d'argent, il n'y a pas de tenue correcte exigée, parce qu'on est quand même sur la Côte d'Azur, enfin Côte d'Usure même, je dirais. C'est très bling bling selon les endroits où tu vas aller. Donc là, l'avantage du festival, je vais dire une chose, c'est vrai que on recherche pas vraiment à remplir. Il y a un petit côté intimiste, un petit côté petit festival. C'est vrai que ça va être la 3e édition, et c'est un côté qui nous plaît bien. On tourne à environ 400-500 personnes, ce qui est pas non plus rien, mais du coup, il y a un petit côté convivial, intimiste qui est sympa et que j'espère qu'on va garder longtemps.
Alors, la première chose sur laquelle je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, c'est vraiment, et là je m'adresse aux artistes surtout d'Île-de-France et de la région parisienne, puisque c'est en termes d'événements culturels, c'est une région qui est beaucoup beaucoup plus dense que la province. Et ce que tu dis est très vrai, c'est-à-dire que il y a plein d'espaces, il y a énormément d'espaces en France. Là, tu parles du Var et de la Côte d'Azur, mais partout en France, il y a plein de régions et de coins où il se passe pas grand-chose. Et dès qu'il y a un événement culturel digne de ce nom, eh ben les gens appliquent, les gens sont contents. Il se crée vraiment un enthousiasme particulier. Ils sont contents de recevoir des artistes. Ils ont pas l'habitude, ils ont moins l'habitude que en Île-de-France où il y a vraiment une récurrence particulière. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de valoriser des événements comme le tien, qui sont peut-être plus modestes, mais qui touchent les gens parce qu'ils sont, c'est pas des choses qu'on va voir à la télé, etc., mais qui sont qui sont un rapport de proximité avec le public, et surtout en plus un public qui n'est pas forcément le tien au départ, le public de la danse. Et d'ailleurs, j'en profite pour parler de la concurrence, parce que tu as parlé de la côte et tu as parlé des campings, notamment. Ma question, c'est comment tu te positionnes par rapport à d'autres événements pendant la période estivale. C'est une période où il y a beaucoup de vacanciers, mais il y a aussi beaucoup d'événements justement, et il y a des endroits où il y a déjà un public captif. Je pense notamment au camping. Il y a un énorme camping qui est pas loin de votre zone, qui est le camping des Prairies de la Mer. Ils ont déjà leur public au sein du camping, avec leur propre spectacle, leur propre programmation. Donc j'imagine que c'est très difficile de les faire sortir de cet événement, enfin de cet espace-là, pour aller voir, pour se rendre à des événements qui sont extérieurs. Comment toi tu te positionnes par rapport à tous ces événements et à tous ces lieux-là? C'est une super question. Avant de redire ça, je rebondis sur ce que tu disais. C'est vrai que l'offre culturelle ici, en fait, la culture, normalement, elle serait pour toutes et tous. On est d'accord, hein. À Paris, effectivement, on a un panel de choix incroyable. Et forcément, il y a beaucoup d'artistes qui viennent de province qui montent à Paris aussi pour essayer de se créer un réseau ou de développer des choses, des projets. Mais du coup, moi, j'essaie de le voir parce que, bon, en même temps, tu le sais toi, parce qu'on se connaît, mais je suis monté 10 ans m'installer à Paris. Et en fait, tu dis, avec du recul, mais pourquoi partir à Paris alors qu'en province, il se passe pas grand chose? Et c'est vrai que les gens, bon, ils vont pas forcément sortir. Tu sais, depuis le temps qu'on organise des spectacles chez nous, avec la compagnie parallèle, je vais te dire franchement, on n'a pas trop d'amis qui viennent nous voir parce que les trois quarts, ils kiffent le foot. Tu vois, ça va être le football, ça va être le spectacle, la danse, ça va pas être vraiment un truc. Et en même temps, tu peux pas forcer les gens à aller voir des spectacles de danse, quoi. Donc c'est compliqué de dire à ton pote, non, mais je joue là, les gars, venez m'encourager, quoi. Non, du coup, on dit plus maintenant. Ce qui est cool avec cet événement, comme tu disais, ça réunit plein de roquebrunnois qui n'ont pas forcément accès à la culture et qui n'ont pas une culture de danse incroyable. Mais là, depuis ces 2 ans, à chaque fois que je les vois, ils me posent la question, est-ce que vous allez refaire le festival cette année? J'espère aussi que grâce à ça, tu vois, je vais emmener, ou en tout cas peut-être avoir plus de public sur les prochains spectacles de danse, ou en tout cas, voilà, les gens peut-être qui vont aller au théâtre un petit peu plus en se disant, bah, peut-être que le théâtre c'est pour nous aussi. C'était la petite parenthèse et le petit, je ferme les guillemets, la parenthèse. Du coup, pour répondre à ta question, effectivement, les vacanciers qui viennent l'été en camping, ils ont tout dans le camping. Et qui puise est, les Prairies de la Mer, c'est une ville, c'est un truc incroyable. Et il y a beaucoup de campings qui sont un peu dans ce cas de figure et qui proposent effectivement à leurs vacanciers d'avoir tout sur place. En fait, là, cette année, on a essayé de réfléchir à un truc, c'est que on va essayer de rentrer en partenariat avec les campings, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que Roquebrune est riche d'histoire, de patrimoine, et du coup, on s'est dit pourquoi pas proposer à ces campings chaque soirée du festival, parce que du coup c'est une animation qui est gratuite, hein, forcément les gens viennent, ils ne payent pas, mais en plus t'as la visite du village, parce que c'est un village médiéval, ensuite t'as les istanbes, c'est le littoral, du coup t'as aussi le côté découverte qui est intéressant, et du coup voilà, cette année j'ai envie de proposer, c'est pour ça qu'au niveau de la com, avec l'équipe on est à fond, parce qu'on a envie de rentrer en partenariat avec les campings du coin en tout cas, et même d'ailleurs, hein, voilà, des projets pour des excursions éventuelles culturelles, parce que c'est vrai que c'est un festival, le Fade-R dure cette année, on ne sait pas trop où on frappe, parce que forcément avec les événements, voilà, la ville va le maintenir peut-être, selon comment ça va se passer, mais on se dit, voilà, ça dure 1 mois, c'est tout le mois d'août, donc on appelle tout le monde à venir, quoi. Et donc pour les campings, voilà, on a trouvé peut-être une solution,
c'est de proposer au camping de créer carrément, d'organiser une sortie au FA2R, quoi. Donc, c'est cool pour eux parce que c'est une sortie du coup qui est gratuite au niveau de la découverte et du local, très très, je trouve avantageuse. D'accord, donc ça veut dire que en termes de positionnement et de stratégie, tu les envisagerais plus comme des partenaires que comme de la concurrence directe. Je pense que ça peut être plus intéressant. Ouais, on va l'expérimenter cette année parce que du coup, c'est vrai que c'est quelqu'un qui vient en vacances dans le sud-est et qui est resté au camping pendant une semaine, chose que beaucoup de gens font quand ils vont à l'étranger aussi. C'est un peu dommage, quoi. Donc du coup là, on va leur proposer avec autour d'un flyer, d'une vidéo, de venir assister au festival et d'organiser des sorties culturelles. Voilà, apporter un peu de culture au camping, quoi. C'est un peu le challenge de cette année. Donc tu as parlé des dispositions et de la mairie, c'est-à-dire la mairie doit être un partenaire, j'imagine, essentiel dans la réalisation de ton festival. Et j'en viens à la question de la rémunération, c'est-à-dire aujourd'hui comment tu finances ton festival. On a eu la première année, donc la ville qui nous a aidés. Il y a l'association donc Métis-du-6 Art, Métis Art qui nous a aidés aussi. Financièrement, donc c'est un petit peu de l'autofinancement. Et on a un partenaire qui nous suit depuis quelques années, qui s'appelle l'IFET. C'est un institut de formation pour les métiers du tourisme et de l'hôtellerie, qui est basé à Roquebrune. Et du coup, voilà, il nous finance. C'est un mécénat. Il nous prête aussi tout ce qui est minibus. Avec ça, on essaie de se financer. On s'est financé, pour la première année. Ensuite, deuxième année, on a sollicité du coup le département, la ville et l'IFET qui nous suit depuis longtemps. Et on a aussi sollicité, bien entendu, cette année Parallèle, la compagnie Parallèle qui nous a aussi aidé financièrement pour mener à bien ce projet. Parce que c'est vrai que ça coûte quand même des sous. Il y a beaucoup d'argent. Le festival donc est gratuit. Là, c'est vrai qu'on en parlait avec à l'Assemblée Générale, à la dernière Assemblée Générale. On s'est dit pourquoi pas, parce qu'il y a beaucoup de festivals qui existent comme ça, sur le prix libre. Ça veut dire que d'instaurer un prix libre de chaque spectacle, parce que ça pourrait peut-être aussi nous aider effectivement sur les prochaines sessions. Il faut savoir qu'on a quand même investi pas mal d'argent de nos poches, quoi, depuis 2 ans. Donc on n'est pas du tout dans le dans le plus. L'idée c'est pas de se faire de l'argent et de gagner notre vie avec ça. Vraiment l'idée première elle est plus dans une démarche de promotion à la culture, de démocratisation du spectacle, et aussi, peut-être que je l'ai pas dit, mais c'est super important d'encourager et de développer la création chorégraphique locale. Voilà. Quand je dis locale, c'est sur la région PACA, ce qui ne veut pas dire que les autres artistes ne sont pas invités, en l'occurrence ceux qui sont sur la région parisienne ou ailleurs. Mais en tout cas, on privilégie effectivement dans un premier temps tous les acteurs de la région, et on a comme artistes invités des artistes qui viennent de Ho Chi Minh, Saigon, au Vietnam, et c'est une compagnie hip-hop, et il y a Sandy qui vient, elle, de Austin, au Texas, et les deux, on va dire, chorégraphes de ces compagnies sont issus, eux aussi, c'est des gens qui en fait ont immigré. Ils sont partis s'installer à l'étranger, mais ils sont issus du cru, quoi, de la région. Donc je trouvais le lien super intéressant. Moi, à mon époque, quand j'ai commencé, donc ça va faire bientôt 20 piges que je suis dans le spectacle, j'avais personne pour m'aider, et en province, c'est quand même compliqué quand tu es tout seul et qu'il n'y a pas des... Voilà, donc forcément, là, en organisant ce festival, voilà, c'est une forme d'entraide, quoi, et de dynamique. Que tu peux détailler très rapidement, les postes de dépenses d'un festival pour que les artistes, les gens qui peut-être quelqu'un qui aurait envie d'organiser un festival, ils se rendent compte de tous les postes de dépenses dans le cadre de l'organisation. Du coup, en sachant bien sûr que nous, je t'ai dit, il y a beaucoup d'autofinancement, il y a beaucoup de système débrouille. Concernant les partenaires qu'on a et comment est-ce qu'on se fait aider et les frais qu'on a donc à sortir, il y a forcément déjà les frais de déplacement, c'est le premier truc. Ensuite, il y a bien sûr le paiement des artistes. On paye des artistes, on a un point d'honneur à payer correctement et convenablement nos artistes qui viennent. Ensuite, il y a l'hébergement, la bouffe, tout ce qui est infrastructure, tous ces petits détails
parce que du coup, les Vietnamiens sont là, eux, 2 mois. Donc, c'est juillet, août. C'est nous qui les prenons en charge, on les héberge. Donc, c'est beaucoup d'argent. Ensuite, il y a tout ce qui est communication, affiches, flyers, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ensuite, il y a les banderoles. Les grandes banderoles, tu sais, mais sur les ronds-points ou après du matériel, tout ce qui est lino, donc les tapis de danse, tu sais, qu'on installe parce que effectivement, c'est un festival qui est hors les murs, donc dans la rue. La journée, il faut savoir une chose, c'est que c'est vraiment système D, quoi. On a juste un tapis et une sono transportable et on s'installe où il y a de la place. C'est ça l'idée en fait, avec une parade. Et le soir, par contre, il y a vraiment une scène fixe. Alors là, du coup, pour le coup, la ville nous aide. La ville de Roquebrune qui est notre premier partenaire, nous met à disposition Fred et son binôme. Fred qui est un super technicien qui nous installe tout à la perfection. Et voilà, donc du coup, il y a ces frais qui sont pris en charge par la ville, comme frais, la SACEM. Oh, il y en a, hein. Je pourrais pas tout te dire comme ça, je sais que j'en oublie. Après, il y a beaucoup de travail de préparation. Donc ce travail-là de préparation, faut savoir une chose, c'est que il y a au moins 5 mois, quoi. 5 mois de taf, vraiment, pour préparer ce festival, quoi. Et sur ces 5 mois, au jour d'aujourd'hui, on n'est pas rémunéré. Donc ça, je peux pas le quantifier, mais en tout cas, quand je te dis 5 mois de travail, il y a toute la préparation, les lieux, où est-ce que ça va se passer, parce qu'après, il faut que la ville fasse les autorisations, il faut voir il y a toute l'organisation après que tu prépares avant. Mais quand tu es sur place, il faut après avoir les bénévoles qui sont présents, tu fasses des plannings, il y a 50 000 trucs, quoi. D'ailleurs, au sujet de la logistique, comment ça se passe? Parce que j'imagine que, comme tu dis, il y a énormément de facteurs à préparer. Il faut que tu prévois, j'imagine, l'arrivée du public, la sécurité, l'information, la lumière, le parking peut-être, la restauration, trouver des bénévoles. Comment ça se passe, toute cette organisation logistique? Déjà, est-ce que vous êtes plusieurs à faire ça? Est-ce que tu es tout seul à faire ça? Comment ça se passe? Effectivement, il y a des autorisations à avoir. Quand tu bosses, quand tu fais des spectacles en rue, bon après il y a des artistes qui doivent savoir, hein, tu peux demander à une ville, quand tu vas faire des spectacles de rue, je sais pas où, quoi, dans n'importe quelle ville, il faut avant, en tout cas c'est conseillé, c'est mieux, d'avoir des demandes d'autorisation. Donc nous pour le coup, c'est la ville qui s'occupe, donc moi je monte un dossier, je leur présente le projet où on va danser et ensuite eux font le lien avec la préfecture ou la sous-préf pour faire forcément une demande d'autorisation et ensuite une fois qu'on a cette autorisation validée, on voit avec les services de la police municipale. Nous on a de la chance à Roquebrune-sur-Argence vraiment d'avoir des gardiens de la paix à l'écoute. Vraiment ils sont super adorables. Pour les 2 éditions, ils nous ont super aidés, ils sont toujours là avec le smile. On se sent vraiment bien, quoi. Donc ça, c'est cool d'avoir quand même une police municipale qui soit à ta disposition. Ils sont là quand on fait les déambulations. Ils sont là sans être trop là, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ils font pas trop pas trop, mais en même temps, ils sont présents, quoi. Donc du coup, c'est top. Après, bon, je touche du bois, on n'a jamais eu de soucis sur le festival, hein, donc c'est cool. Donc après, voilà, donc tout découle après la suite, elle continue, hein, elle suit, quoi. Donc t'as la police qui est là. Après il y a les demandes d'autorisation. Si tu veux faire une petite buvette, bon après, en tant qu'association, t'as le droit de faire une petite buvette 1 fois ou 2 fois par an, si tu vends pas d'alcool. Je t'avoue, on n'est pas dans ce délire de buvette. Enfin, en tout cas pas pour l'instant. On fait juste nos spectacles et puis il y a les commerçants autour qui s'occupent du reste, quoi. Si tu veux, le festival commence comme ça. C'est deux rendez-vous par semaine. Donc, il faut savoir qu'il y a 3 communes sur Roquebrune. Il y a la Bourrie, qui est plus dans les terres, le village médiéval et les Islandes, qui est sur le littoral. Pour chaque soirée, les acteurs principaux sont les Good Morning Vietnam et la compagnie parallèle. D'accord? À chaque fois, il y a eux. Et autour, tu as des écoles de danse qui sont invitées et des compagnies professionnelles de la région ou Sandy qui vient, elle, d'Austin, quoi, selon son planning. Et en fait, on commence toujours d'un endroit. Il y a une déambulation, on finit à un deuxième endroit, une deuxième place du village, et ensuite on donne rendez-vous en soirée pour repartir sur une deuxième soirée. Tout se déroulait, en fait, il y a une feuille de route qui est envoyée en amont aux artistes, voilà, qui sont convoqués, et on a 3-4 bénévoles qui, pour chaque soirée, sont là pour faire les placeurs, ils sont là pour faire en sorte que tout se passe bien, d'anticiper aussi les problèmes.
Moi, je suis un petit peu le speaker, le MC, on va dire, le maître de cérémonie du festival avec Osni. Je te dis franchement, on gère un petit peu, on s'adapte. On est très dans le spontané. Tu vois ce que je veux dire? C'est un festival, c'est pour ça qu'il est intimiste et il est vraiment à la bonne franquette, c'est que on reste simple, quoi. On fait aussi des ateliers, tu sais, d'initiation avec les enfants, on fait participer le public, on essaie de créer des interactions, tu sais, et après on propose les spectacles qui sont donnés, quoi. Quelle relation tu entretiens avec le public du festival? Comment, donc tu as parlé des ateliers, comment tu peux les faire participer au-delà de l'événement, par exemple? Ah bah du coup, je suis aidé par la compagnie Parallèle. Faut savoir une chose, c'est qu'on a aussi des danseurs qui sont du côté de Nice dans la compagnie, hein, et tous aussi participent bénévolement. C'est les seuls qui sont pas payés parce que on est un peu les organisateurs. Ils sont là aussi pour aider, pour ambiancer, au même titre que les Good Morning Vietnam, hein, qui les artistes, on va dire fétiches du festival. C'est les chouchous et les stars de Rock Your World sur Argence quand ils sont là le mois d'août. Et bah, le public, écoute, franchement, ils sont, c'est très familial. Il y a des anciens, des personnes âgées, tu sais, qui habitent dans le vieux village et qui viennent regarder. Il y a des enfants aussi, hein, qui viennent tout seuls, des ados. C'est génial parce qu'on a toutes les tranches d'âge et du coup, les gens sont vraiment... faut imaginer le truc, hein. On est au mois d'août, on est dans le sud de la France, il fait beau, il fait chaud, t'as des danseurs, c'est gratuit. Tu as un petit coin pour t'asseoir et tu kiffes, quoi. Du coup, franchement, tu as tous les ingrédients pour passer une bonne soirée, quoi. Est-ce que tu pourrais nous raconter, toi, ta pire et ta meilleure expérience en tant qu'organisateur d'événements festival? Bah après, il y en a une qui est assez... Bon, après, je sais pas si je peux la dire. Ouais, si, allez, ça fâchera personne. Là, cette année, quand on a organisé la dernière du FA2R, on avait... Alors imagine, hein, on avait 25 chaises, mec, en sachant qu'on a 500 personnes qui viennent, tu vois. Donc en fait, si tu veux, on remplit des feuilles des grilles de matériel qu'on envoie à la ville un an à l'avance. Et ensuite, voilà, on leur demande, je sais pas, 150 chaises sur la place. Ils te les installent et puis après, nous, on se débrouille, tu sais. Et donc du coup, on arrive et il y avait 25 chaises, quoi. Donc moi, dépité, je deviens fou. Je me dis, mais comment on va faire avec 25 chaises, quoi? Les gens arrivent au compte-gouttes et si tu veux, les gens sont empilés et les personnes qui viennent prennent les chaises et les installent. Les bénévoles les aiguillent un petit peu, mais il y a un petit peu tu sais, de participation, quoi. Les gens, ils se débrouillent un petit peu aussi, quoi. À part si c'est vraiment des personnes âgées, voilà, on aide. Mais en tout cas, les gens sont autonomes. Mais on voit 25 chaises, quoi. Sauf qu'on a réussi, on est descendu vite à la deuxième place où on danse, récupérer 25 autres chaises, et on a eu que 50 chaises pour 400-500 personnes, quoi. Donc en fait, là, c'est système D, quoi. Il faut que tu te débrouilles. Et tu te dis, mais comment je vais faire? Et en fait, heureusement, on avait des tapis de danse. Donc en fait, on a mis pas mal de gens au sol, quoi. Les enfants. J'ai fait asseoir tous les gamins. J'ai demandé aux parents de demander à leurs enfants de s'asseoir par terre et de mettre en priorité les personnes âgées et les personnes un petit peu, voilà, handicapées ou qui ont des soucis en priorité pour qu'ils puissent s'asseoir et regarder le spectacle. Et en fait, franchement, les gens sont aidants. Ils ont même pas relevé. Moi, j'étais vraiment un petit peu fou, quoi. Mon petit frère aussi. On était malade, quoi. De se dire, mais attends, c'est la dernière du festival, on nous met 25 chaises, quoi. Peut-être que pour certaines personnes, ça peut paraître pas super grave, mais quand t'attends du monde et que tu sais que c'est la dernière et que tu vois que t'as 25 chaises, je t'assure que t'es pas tranquille. Est-ce que tu pourrais nous donner la meilleure expérience que t'aies eue sur l'organisation du festival? En même temps qu'on joue notre festival, là, l'été, au mois d'août, il y a un événement qui s'appelle, bon, j'ai rien contre mes amis bikers, hein, les Hells. Et en fait, c'est un événement qui dure une semaine. Et si tu veux, pendant une semaine, nous, on avait des banderoles qu'on attendait d'installer sur les ronds-points pour notre communication. Tu sais, on a pour la com, quoi. Comme tu dis, il y a beaucoup d'événements, donc il faut quand même si on court pas après les gens, on se dit, faut pas qu'on joue devant 10 pèlerins, quoi. On va pas jouer devant 10 personnes. Donc voilà, on a des banderoles qu'on se dit, on va installer sur des ronds-points. Sauf que en fait, quand on fait tout le tour des 3 communes, donc elle est grande la commune de Roquebrune, ah ben on se rend compte quoi? Que toutes les banderoles sont prises. Les Hells ont accroché toutes leurs banderoles de partout, même là où ils n'avaient pas le droit. Et en fait, on s'est retrouvés un peu comme des cons, quoi. On s'est dit, enfin désolé du mot, mais en tout cas, on s'est dit putain, mais comment on va faire, quoi. Donc moi, j'ai carrément demandé aux Hells, aux organisateurs, parce que je me suis dit, on va avoir personne, quoi. Sur la deuxième semaine, c'est mort, quoi. Donc les Hells n'ont pas voulu. J'ai appelé la ville. C'était compliqué aussi, apparemment. Voilà. Donc du coup, je pouvais rien faire, quoi. On n'avait qu'une seule chose à faire, c'était d'attendre
la fin de la semaine pour pouvoir placer nos banderoles. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait quelques spectacles de rue sur Sainte-Maxime, sur le bord de mer. Et en fait, on a eu presque la soirée la plus concise de l'événement, quoi. On a eu, 500, 600 personnes, quoi. On était plein. Voilà. Donc c'était je crois, la plus belle surprise du festival. Alors que vous étiez mis en difficulté au départ. Exactement. On avait mis peut-être 3-4 affiches, parce que c'était le début, et 0 banderole, quoi. Pour terminer, je vais te demander 3 choses. Est-ce que tu pourrais donner un conseil, si tu avais un conseil à quelqu'un qui voudrait organiser un festival de danse, de musique ou quoi ou qu'est-ce que ce serait? Si tu avais un seul conseil à donner. Juste entoure-toi bien de bonnes personnes. Bon, comme tout, tu me diras après, mais seul c'est compliqué. Après, franchement, si tu as un partenaire, si tu as une ville qui peut t'aider pour organiser ton festival et que tu as la tête sur les épaules et que tu as faim, vas-y, fonce. Est-ce que tu aurais un ouvrage, une œuvre, ça peut être un livre, un film, un spectacle, un disque que tu pourrais conseiller qui t'aurait inspiré? Alors un livre, je conseillerais le Ventre de l'Atlantique. Je l'ai lu il y a pas longtemps. C'est de Fatou Diomé. C'est sur les migrants qui traversent la mer et qui pour la plupart y restent. Voilà, c'est un livre super touchant, super bien écrit. Voilà, après en spectacle, The Roots, Kader Atou pour ceux qui l'ont pas vu, à la compagnie Acro-Rap. Si tu avais une citation à partager. Respecte ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Est-ce que tu pourrais finir par un point actualité sur ton festival? Du coup, l'interview actuellement, elle est réalisée encore à la fin du confinement. On n'a pas trop de visibilité sur la réalisation des événements culturels sur la saison 2020-2021. Comment tu envisages les choses? Quelle est l'actualité sur le festival cette année? Avec le collectif et moi-même, on est plus que déterminés pour maintenir une prochaine édition. Là, ça fait déjà 2 mois et quelques qu'on est en confinement. Les gens n'en peuvent plus. Effectivement, on a un petit festival. Donc la ville, là, ce qui est cool, c'est que la ville de Roquebrune nous a sollicité en nous demandant où est-ce qu'on se positionnait. Donc ils posent la question. Donc nous, on va rester donc forcément positionnés sur le fait qu'on maintient le festival, parce que je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, les gens vont avoir besoin là cet été de s'aérer un peu l'esprit aussi, quoi. Peut-être faire ça moins avec une déambulation, faire ça sur des endroits fixes, avec des mesures de sécurité, des distances, tout le monde équipé d'un masque. Je sais pas encore comment, mais je me dis, si on veut, on peut. Il y a moyen de trouver une solution. En tout cas, là, on est en train de travailler pour. Et j'espère que cet été, on réalisera la 3e édition du FADER. Et là, je pense qu'elle aura vraiment encore plus d'utilité que les autres années. Parce que franchement, voilà, 2 mois déjà enfermés, c'est compliqué. Et on sait pas combien de temps ça va durer. En tout cas, on garde espoir. Voilà, on est positif et on vous tiendra au courant, informé en temps et en heure. En tout cas, merci Dorian pour ce moment. C'est cool de m'avoir interviewé. Et il faut savoir une chose aussi, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, c'est que Dorian nous a créé pas mal de sons, de spectacles. On est parti jouer à Washington DC dans la salle du Kennedy Center en 2012 avec une musique qui a été créée par Dorian sur le spectacle Les Trois Singes. Il nous a aidé aussi sur le festival. Il a filmé pas mal c'est lui qui a tout filmé en fait. Les teasers que vous allez voir, c'est l'œil du tigre de la vidéo qui nous a permis de réaliser tous ces montages vidéo que vous découvrirez sur la revue du FADER. Voilà, merci Dorian. Ok, super, merci Jamal. Vous retrouverez l'actualité du festival de rue FA2R sur le site métis-art.com et sur la page Facebook et Instagram du festival que vous retrouverez en description. N'hésitez pas à faire un tour sur le site lonapolis.com sur lequel vous retrouverez toutes les recommandations d'œuvres des artistes que je reçois et évidemment l'intégralité des épisodes disponibles. Afin que ce podcast profite à un maximum, si cela vous a plu, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Deezer, Google Podcast, YouTube et pour les utilisateurs Apple, à noter l'émission et laisser un petit commentaire. C'est aussi grâce à ça que l'émission pourra continuer. À très bientôt pour un nouvel épisode.